poil, cette quête de l'impossible chez les geeks. L'arrachage du poil. Alors on laisse Chewbacca s'installer, puis on va commencer. J'espère qu'il y a pas de questions. C'est sûr. Ouais, venez devant, là, regardez, on a les places. C'est juste à notre gauche, là, et à notre droite. On regardera si vous prenez des notes. Il y a de la place ici, si on est de rien. Bon, allez, on commence. Bon, alors déjà, on voudrait vous remercier d'être aussi nombreux. Quand on a proposé cette table ronde débat entre nous, on pensait vraiment qu'on allait être trois. C'est un petit peu le concept. Alors aujourd'hui, on va étudier un petit peu l'invisible chez les geeks, donc l'invisible dans la culture geek. Donc vous avez écrit un truc un petit peu à la Twilight Zone du genre aujourd'hui, nous allons remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur l'histoire de la culture geek. À travers deux points de vue, celui du sociologue, celui de l'hermétisme. On va trouver un sens nouveau à l'histoire à travers la culture geek. La culture geek, c'est un cheminement pré-initiatique. Donc pour en parler aujourd'hui avec moi, j'ai Nicolas Beaujouan. Nicolas est essayiste, il est consultant pour Marvel et au Star Wars chez Hachette. Il a écrit Geek, la revanche. Il est bassiste aussi et érudit, passionné d'hermétisme. Donc dès qu'il y a un truc un petit peu ésotérique, un petit peu mystique, on pense à Évangélion, on pense à Assassin's Creed, etc. Nicolas, il est toujours sur le coup. À ma droite, David Perron. David Perron, vous le connaissez peut-être parce qu'il est docteur en sciences de l'information et de la communication. C'est un sociologue, il étudie les geeks, il les dissecte comme des petites bêtes. Il a surtout écrit Culture Geek et il aimerait bien enseigner à la fac un jour des cours avec du Star Wars, des Vulcains, etc. Alors, et moi, quand même. Et moi, vas-y, présente-moi. Donc je vous présente Pierre, Enchanté. qui est journaliste multifonction couteau suisse du journalisme geek français et qui est partout. Vous allez voir chercher sur internet, elle est partout. Voilà, c'est vrai, humilité. Alors, on va commencer par une affirmation un peu folle. On va vous dire que la culture geek, c'est le Graal. La culture geek, c'est la pierre philosophale. C'est la quête de l'impossibilité. C'est acquérir tous les savoirs sur votre série ou votre film ou votre série de livres préférés. C'est apprendre à travers ce chemin à vous connaître vous-même. Moi j'ai envie de demander à Nicolas et David comment est-ce que vous avez décidé à un moment de votre vie en tant que geek, en tant que sociologue, en tant qu'essayiste de mêler justement tout ce qui va être culture de l'hermétisme, de l'invisible, etc. avec la culture geek. Est-ce que tu veux commencer? David commence. D'accord. C'est une longue histoire. Je pense qu'un peu comme le fait de se sentir geek un jour dans la vie, j'ai compris un jour que j'étais geek en voyant la définition de geek sur internet, et là j'ai compris aussi, de la même manière, que j'étais passionné de sciences occultes, de mysticisme, d'ésotérisme, mais à rebours, c'est un moment donné, j'ai dit, ah oui, en fait, tout ce que j'aime prend un sens autour de ça, mais j'ai pas fait le rapprochement tout de suite. Donc c'est là qu'après je commence à m'intéresser à tout ce qui est hermétisme. C'est venu comme beaucoup de gens, par des œuvres évidemment que j'ai adorées quand j'étais déjà très jeune, sans me rendre compte forcément de tout le message caché qu'il y avait derrière, de tout simplement la symbolique qu'il pouvait y avoir derrière. Alors moi je suis très fan d'archéologie, donc j'ai adoré Indiana Jones par exemple quand j'étais jeune, et toute la symbolique de la quête pour trouver un objet magique, pour résoudre des énigmes qu'on trouve dans tous les jeux vidéo, dans Lara Croft, etc., partout dans la culture geek, cette idée de il faut traverser les épreuves, des quêtes, des niveaux pour arriver à l'endroit voulu. Ça m'a toujours passionné, donc j'ai dévoré des choses sur Atlantide, sur les continents perdus, sur voilà, toutes ces quêtes de sociétés secrètes évidemment, les Templiers, les choses comme ça, toutes les gens qui étaient autour des Cathares, en me disant, parfois en voyant qu'il y avait beaucoup de trucs très faux à raconter là-dessus, mais en même temps c'était amusant, c'était ludique. Et voilà, donc c'est à travers ce genre d'œuvre que je me suis dit qu'il y avait quelque chose de bien entre la culture populaire en général et la culture geek en particulier. Et ces idées-là, c'est le fait de chercher des choses un peu cachées, de chercher le détail significatif. C'est aussi là que ça rejoint mon travail de thèse sur la culture geek, parce qu'un des trucs que j'ai observé en interrogeant des dizaines et des dizaines de geeks, c'est qu'il y avait un espèce de culte du détail, l'importance de trouver le détail significatif qui avait un sens et qui permettait de
soi gagner quelque chose, enfin, voilà, comme gagner un niveau, mais gagner quelque chose de soi, donc trouver un détail, trouver un symbole qui nous parlait. Et ce culte du détail est très présent dans la culture geek, dans la pop culture, chez les fans en général. Et donc j'ai pu un peu, justement, c'est un peu le thème d'aujourd'hui, lier cette passion que j'avais pour ces choses bizarres avec l'étude de la culture geek. Alors justement, cette étude du détail, des symboles, etc., toi, c'est ce qui t'a mené à lier culture geek et ésotérisme, Nicolas? Moi, ça a commencé de manière un peu différente, c'est qu'en fait, tout était détaché. Moi, j'ai commencé, le premier truc qui m'a marqué comme ça, c'était Lovecraft, quand j'étais vraiment jeune, je vais à 11 ans. Et après, j'ai vraiment séparé les choses. Pour moi, il y avait la culture geek et la côté. Il y avait l'hermétisme et d'autres choses, et tout s'est rejoint, en fait, bizarrement, au bout d'un moment. En fait, tout s'est retrouvé de manière assez étrange, et j'ai refait une lecture, finalement, en fait, Lovecraft me sert maintenant, en fait, à peu près de lecture sur tout. Et ça m'a permis de relire vraiment l'ensemble même de l'hermétisme avec cette œuvre, et donc de relier et de créer du sens et de donner du lien. Est-ce que tu peux expliquer quand même pour la salle rapidement ce qu'est l'hermétisme? Waouh, ça c'est chaud. Ce serait un peu confus de vouloir le définir comme ça très rapidement. L'étymologie déjà peut-être. Mais même, enfin, c'est très discutable après. Enfin, j'ai pas envie d'entrer là-dedans. C'est pas compliqué. Mais disons que l'hermétisme, la façon dont moi je la vis, vient d'un personnage qui s'appelle Hermès Trismégiste, qui date de la fin de l'époque égyptienne, en fait, qui fait le lien en fait entre le polythéisme et le monothéisme. Et voilà, enfin, je vous invite, voilà, plutôt que d'essayer de vous définir les choses, je préfère vous inviter tous à aller voir voilà, ce qu'est Hermès Trismégiste, et donc une culture du secret, voilà. On a tous bien compris après comment le terme est utilisé aujourd'hui. Et donc voilà, je préfère pas m'avancer là-dessus parce que c'est très compliqué, ça amène à des choses sur lesquelles je ne préfère pas amener les gens forcément. Alors donc on va commencer notre petit voyage et on va partir de Harry Potter. On va arriver jusqu'à Stargate en passant par Conan, pas mal d'œuvres, et David et Nicolas nous diront un petit peu ce qu'ils pensent de chaque œuvre et de chaque référence. Alors on débute à Poudlard. Vous savez qu'à Poudlard il y a plein de salles de classe avec des petits magiciens comme ça qui courent partout, et ils ont une bibliothèque avec plein de bouquins. Et il y en a un qui s'appelle, en français, Lever le voile du futur, ou en VO, Unfogging the Future. Il a été écrit par Cassandra Wawlacki. Et Cassandra Wawlacki, ce personnage fictif, c'est l'anagramme de Blavatsky pour Elena Blavatsky, qui est quelqu'un qui a vraiment existé. Qui est cette femme, Nicolas? Elena Blavatsky, il y a deux personnages vraiment très importants, capital pour comprendre comment le XXe siècle va être travaillé en termes culturels, qui sont Elena Blavatsky et Aleister Crowley. On va laisser Aleister Crowley de côté, et on va s'intéresser à Elena Blavatsky, qui était une Russe au XIXe siècle, qui a créé la Société théosophique, et qui va être quelqu'un qui va travailler toute sa vie sur essayer de voir quelles sont les récurrences entre toutes les religions, entre toutes les formes de magie, et qui va imprégner vraiment durablement tout ce qui est la pop culture avec Aleister Crowley, mais ça on a laissé de côté pour l'instant, et qui va définir surtout une règle. La société théosophique va définir une règle qui est très importante, qui est que l'idée qu'un littérateur pur, quelqu'un qui ne fait qu'écrire, sera nécessairement guidé par des forces divines. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment baigner le XIXe siècle, qui va même inviter, enfin, d'une certaine façon, Lovecraft à écrire ses œuvres, qu'on va retrouver vraiment partout dans tout ce qui est le fantastique, et qui va donc nous amener d'une certaine façon aussi à Conan après derrière, parce que voilà, les gens racontent que Conan a écrit finalement son propre récit par le biais de la main de Robert E. Howard. Voilà. Oui, alors pour rebondir là-dessus, on peut dire clairement que ça, même cette idée-là, cette manière d'aborder le monde, a donné naissance à la fantaisie de manière générale, puisque la fantaisie qui naît, on va dire, au XIXe siècle, même si beaucoup de gens la font remonter avant en termes de mythologie, etc., mais elle naît vraiment de manière littéraire au XIXe siècle, puis au XXe siècle avec les pulps. La fantaisie naît de cette idée d'un monde autre qui serait à côté d'une autre, qui serait quasiment actif d'ailleurs dans quasiment tous les œuvres de fantaisie pour enfants les plus connus. Harry Potter, l'œuvre en premier lieu. Narnia, évidemment. Il y a un moment de passage. Il y a un moment de passage où on est dans d'autres mondes, dans le monde réel, où on pensait à une histoire sans fin aussi, des trucs comme ça, voilà, ou des histoires comme ça, où à un moment donné il y a un enfant souvent qui a un passage mystique ou un passage symbolique, mais qui est vraiment représenté, qui est concrètement représenté par
le passage du train dans Harry Potter, l'armoire magique dans Narnia, etc. Où le monde autre est accessible par un symbole comme ça, où il y a un passage, et ce passage-là, cette idée de... Il y a un autre monde à côté qui obéit à d'autres règles, finalement qui sont symboliques et qui reflètent celles de notre monde, est fondateur de la fantasy, puisque au départ, les gens trouvaient ça bizarre d'inventer des mondes qui n'existent pas, parce que voilà, ça vient de toute cette tradition-là, assez ancienne, et qui remonte finalement aussi aux mythes et aux légendes encore plus anciennes. Mais il y a eu un tournant au 19e, 20e siècle où ces choses-là ont été rattachées à notre monde de manière un peu symbolique. Surtout parce que voilà, la société théosophique, en fait, je vous invite à vous intéresser à la question, mais on peut discuter après finalement du résultat, parce que c'est quand même très discutable. S'intéresser vraiment à essayer de réunir tous les mythes et toutes les religions et toutes les pratiques, même magiques, qui existaient à l'époque, ou même très ancestrales. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'à ce moment-là, en fait, tout ce travail qui va être fait va être très bien vu par la société à l'époque. Hein. C'est très bien accepté, tous les gens pratiquent le spiritisme, le bourgeois, voilà, c'est très bourgeois, donc c'est très bien accepté. Et ce qui est drôle, c'est que ça va vraiment redéfinir en profondeur voilà, tout ce qu'il va y avoir derrière. C'est ça qui est très intéressant pour le coup à l'époque. Et alors juste après, donc on sait que Howard va être directement inspiré par ça. C'est Conan qui écrit son histoire par le biais de la main On dira plus tard que Conan l'a dicté. Si vous connaissez un peu Elric de Méliboné, le héros le plus émo de l'histoire de la fantasy, c'était un peu pareil. Il est quand même amoureux de sa cousine, tout ça, ça craint. C'était quand même Moufok qui disait un petit peu la même chose. C'est Elric qui a tout décidé lui-même. C'est facile. Et juste après, justement, Madame Blavatsky, 1831-1891, le règne d'Aleister Crowley. Alors lui, il est intéressant parce qu'il était occultiste et qu'il a, inspiré Jack Parson. Aleister Crowley, c'est l'autre personnage vraiment très important pour l'époque, qui va vraiment, lui, être important pour la pop culture de manière vraiment beaucoup plus large. Même on va dire musicale plutôt. C'est-à-dire qu'on le retrouve partout, des Beatles aux Stones, à Led Zeppelin aussi, très important. C'est vraiment un personnage qui va inventer la dernière forme de magie qu'on connaît. Et en magie, je vous invite, c'est la magie du réel, c'est pas la magie, on ne fait pas d'éviter forcément les gens et tout ça, mais c'est quelqu'un qui va créer aussi quelque chose qui va être très important, qui va être un rite initiatique, c'est celui de la Golden Dawn, quelque chose de très particulier. Et lui, voilà, il va créer tout ça, tout un engouement autour de lui, de sa personne qui va traîner avec le temps. Et effectivement, on va arriver à... Parce que là il faut faire un saut de puce, mais à l'époque, voilà, faut passer jusqu'au XXe siècle, et donc à l'histoire des pulps. Et c'est pour moi vraiment le lien important, le premier lien visible qu'il y a entre justement l'ésotérisme et le pulp et la création de la culture geek, qui est donc le personnage de Jack Parsons. Alors, qui est ce Jack Parsons, justement? C'est quelqu'un qui n'est pas très connu du grand public, qui est quelqu'un qui va travailler sur le développement des moteurs de navettes spatiales. La propulsion spatiale. Donc un scientifique. Voilà, un scientifique, mais qui était aussi un très grand mystique et qui était aussi un très grand fan de pulp. C'est-à-dire qu'il va se lancer là-dedans uniquement pour une chose, c'est-à-dire qu'en fait il était fasciné par les pulp, il voulait vraiment aller sur la Lune, c'est son seul but dans la vie. Mais en même temps, c'était un très grand mystique et un des praticiens des techniques d'Aleister Crowley pour le développement personnel. Et donc c'est là que le lien se crée pour moi. Voilà, et alors ce Jack Parsons surnommé Monsieur Marvel, on dit que c'est lui que Stan Lee se serait inspiré de lui pour créer le papa de Tony Stark. Oui, c'est presque Tony Stark et le papa de Tony Stark. C'est vraiment le personnage, c'est un personnage qui a vraiment été évacué par le monde moderne, on l'a vraiment oublié. Mais c'est un personnage vraiment important pour moi. Et le seul qu'il a vraiment utilisé dans la pop culture et dans la culture geek, c'est Alan Moore, en fait, qui le met assez régulièrement. Alors peut-être on peut rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas trop, rappeler ce que c'est un pulp. Avec la blague sur le papier. Avec la blague sur le papier, évidemment. Alors les pulps, c'est une littérature populaire qui était faite en pulpe de bois, tout le nom, recyclé, donc c'est parce que c'était pas cher surtout. Et c'était, en fait, c'est du roman feuilleton, on peut dire, des courtes nouvelles qui étaient publiées dans des magazines qui sortaient chaque semaine dans les kiosques aux États-Unis. Ça a commencé au début des années 10-15, et puis c'est vraiment la grosse masse des pulps des années 30. Et en plus, il y a tout un écosystème culturel autour, parce qu'il y avait des sérials, des épisodes qui passaient au cinéma avec tous les héros des pulps. Beaucoup de héros qu'on connaît aujourd'hui qui viennent des pulps, Tarzan, John Carter, Conan évidemment. The Shadow. The Shadow, voilà. On a un peu oublié la culture pulp aujourd'hui, mais elle est imprégnée de la culture geek, et justement elle vient de tout ça. Et donc il y a eu vraiment un énorme engouement autour de ça, ils ont perdu un peu de vie après la Seconde Guerre mondiale. Et puis après la fin des années 30, la création des comics. Et la création qui des comics, sont voilà. directement Tous les inspirés de éditeurs leurs de héros. comics les plus gros aujourd'hui
Marvel, à l'origine, s'appelait Tammy, était le plus gros éditeur de pulp. Et puis donc ils ont vu que ça marchait moins, ils sont abattus vers les comics. Donc les pulps, c'est vraiment extrêmement important. C'est là qu'est né par exemple le mot science-fiction, qui s'était à l'origine, ça s'appelait science-fiction, dans un magazine pulp qui s'appelait Amazing Stories, créé par Hugo Gernsback, qui était un scientifique à l'origine, un bitouilleur qui a inventé des brevets sur la radio, etc. Donc là aussi, il y a vraiment un lien entre la science et l'émerveillement de la magie et voilà, par la science, du progrès, finalement, on en aura. Oui, le créateur de Roman, qui a créé aussi le détecteur de mensonges, hein, tout du FBI, c'est... Exactement, donc il y a un vrai lien entre tout ça. Et incarné par les pulps, où on avait à la fois des petits schémas pour créer son circuit électronique, et puis une nouvelle science-fiction après, et on peut voir les deux au sein du même magazine, ce qui revient aujourd'hui sur la culture geek, mais qui a disparu pendant un moment. On a séparé un peu les deux pôles pendant longtemps, et là, la culture geek a fait renaître tout ça, et donc c'est extrêmement. Donc, on revient un peu, on avait un peu divergé, on revient un peu donc à Howard et à Conan le Barbare, qu'il habitait, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il croyait avoir inventé les Cimmériens, qui n'étaient pas justifiés historiquement au moment où il a écrit Conan, et qui ensuite ont été validés par des ethnologues. Tu m'as parlé de Lavoslav... Oui, je t'invite à essayer de dire ce nom. Moi, j'ai jamais Lebedinsky. Bravo, c'est joli. C'est vrai que c'est pour ça que ça valide, alors on s'entend, hein, des grands guillemets ils vont valider, mais c'est vrai que ce principe de littérature inspirée par quelque chose de divin ou de supérieur se valide complètement finalement par Howard, qui pensait finalement inventer les Cimmériens de manière littéraire, mais il y avait toujours un espèce de fantasme sur la Cimmérie à l'époque, et qui a été validé vraiment, ethnologiquement parlant, si on peut dire, historiquement parlant, aujourd'hui. Et c'est ça qui est drôle, c'est que presque, c'est pour ça que c'est toujours très drôle quand on parle de mystique, comme ça, d'ésotérisme, de choses comme ça, mais en fait finalement, si on regarde bien, des fois on est assez surpris parce que ça se valide. Alors je vous invite ensuite à vous faire votre propre avis sur la question. Et donc les Cimmériens expliquent un peu, c'est le culte finalement d'une société perdue. Qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui n'auraient pas lu Conan ou qui penseraient uniquement à des barbares en short avec de la peau? Ouais, c'est l'idée qu'en fait il y a eu des civilisations très anciennes, qui sont validées, on connaît tous très bien les Sumériens, des choses comme ça, plus précisément. Mais il y a quand même des sociétés comme ça qui ont fait fantasmer les gens pendant très longtemps. Les Cimmériens en faisaient partie. Alors je ne parle même pas des Hyperboréens ou des Atlantes. Là c'est une grande question. Il y a des théories. Il y a des théories, voilà. Alors ensuite on n'y adhère pas, mais la Cimmérie a fait pendant très longtemps partie de ces sociétés vraiment complètement oubliées. On pensait qu'elle était juste un fantasme, qu'elle n'avait jamais existé. Seulement aujourd'hui, scientifiquement parlant, on sait très bien que cette époque a existé. Donc Conan a existé. Comment je rebondis après derrière? C'est ça. Non, alors oui, là où c'est intéressant d'accord aussi, c'est que ça, justement, ça nous amène à des idées que, ce qu'on dit aussi traverser ici, c'est qu'il y a des idées de schémas qui sont finalement assez anciens, mais qui ont été retravaillés, redigérés par la pop culture moderne, mais qu'on retrouve tout le temps. Et cette idée, par exemple, de humanité avant l'humanité, de peuple avant le peuple, de l'origine. Alors, il y a un terme technique un peu barbare, mais je vais vous le dire quand même, pour qualifier ça, c'est l'idée qu'il y a une étiologie, c'est-à-dire qu'il y a une explication du monde d'avant le monde. C'est le principe du mythe. Tout mythe, c'est une explication de la naissance du monde, les mythes antiques, etc. C'est ça, c'est comment le monde est arrivé à être comme il est. Et il y a souvent l'idée qu'avant ce moment-là, de moment critique de création, il y avait quelque chose avant, et que ça nous imprègne, que ça continue à influencer, que ça continue à être là, qu'il y a des signes. Alors voilà, il y a l'idée, dans toutes les légendes qu'on a tous sur la pop culture, sur les Atlantes, en ayant coulé, seraient tous partis aux quatre coins de l'humanité et auraient influencé tous les peuples antiques, etc. Et cette idée, justement, qu'on retrouve dans beaucoup d'éléments de la pop culture, c'est un fantasme de l'humanité autour de... Fantasme ou réalité, moi je suis des fantasmes, mais peut-être. Fantasme de volonté il y a une origine commune qui donnerait un sens à tout. En fait, finalement, c'est ça, c'est l'idée de donner un sens, mais qui sert aussi de modèle après à comment on écrit la pop culture, comment on écrit des mondes imaginaires. On a besoin de modèles parce que c'est pas très facile. Et donc, on va en venir peut-être après à Campbell, choses comme ça, mais c'est pour ça qu'il arrive. Alors justement, moi je vais rebondir sur l'idée de... On est là, on est sur l'idée d'un âge d'or disparu, sur une nostalgie d'un temps qu'on n'a pas connu, d'une période où tout était mieux. Du coup, j'avais envie que vous rebondissiez sur ça et sur peut-être Tolkien,
qui est vraiment avec sa terre du milieu, etc., nostalgique d'une époque que lui, bon, n'a pas connue, mais qu'il croyait avoir connue, et surtout la façon dont il aurait influencé finalement des scientifiques, des personnes dont on ne croirait pas que l'héritage vient de lui. Vas-y, commence là-dessus. Ouais. Donc oui, alors Tolkien, ce qui est intéressant de Tolkien, c'est qu'en plus il a dit vraiment qu'il voulait créer une mythologie pour l'Angleterre, un peu la manière de mythologie nordique, c'est que l'Angleterre n'avait pas assez de mythologie à son goût. Et donc il a vraiment voulu s'inscrire dans cette longue tradition de ces mondes magiques, cette magie, cette imprégnation de symbolique. Du lien. Et extrêmement présent dans la culture populaire grâce à Tolkien, et parce qu'il a digéré tout ça, il était grand et lui. Ouais, c'est sympa ce que je dis. C'est l'effet Tolkien. Il fait tout pour ça, il serait ravi aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a toujours ce lien entre une approche extrêmement érudite et rationnelle. Je te coupe tout de suite, il serait choqué de voir ces films en 3D. Je plaisante. Tolkien ne verrait pas la 3D. Il serait horrifié. Je pourrais en parler, oui. Tolkien, c'est plutôt un réac qui était plutôt... Ouais, ça dépend de bonne bouffe et inoublié. Oui, c'est vrai. C'est un mythe en fait, Tolkien, ça. Et donc, il a imprégné tout ça. Et donc, c'est vrai que dans les années 70 aux États-Unis, quand la culture pulp et la culture comics s'est mélangée pour créer la culture moderne, finalement, il y a eu cette idée de, voilà, la nouvelle magie, c'est le progrès, c'est la science. Et donc, on va mettre à travers ces sciences qui arrivent, donc à l'époque de l'informatique, par exemple, qui est en train d'émerger dans les 70 aux États-Unis et dans les campus californiens, l'informatique personnelle en tout cas, l'informatique est très imprégnée de l'imagerie, de l'imaginaire, de la magie, des mondes autres, de la science-fiction, mais aussi de la fantaisie. Alors, il y a des anecdotes célèbres là-dessus, par exemple, il y a un très, très grand laboratoire de recherche qui s'appelle le Xerox PARC à Palo Alto, où a été créé quasiment tout ce qu'on connaît aujourd'hui en informatique, la souris, l'interface graphique, le stylo de leur piqué pour créer Apple après. Et donc c'était une bande de hippies en gros qui fumait des joints, prenaient du LSD et imaginaient les technologies de demain, avec beaucoup d'argent mis par l'armée américaine. Et ils ont dit qu'ils voulaient vivre dans une espèce de microcosme au sein de ce labo, qui est un immense labo qui existe toujours aujourd'hui, mais plus propre. Et voilà, ils se sont dit qu'ils voulaient mettre un peu de mysticisme, et donc ils ont commencé à nommer les salles de recherche du laboratoire en fonction des lieux de la Terre du milieu de Tolkien. Et donc on allait bosser du code dans l'antre de Shelob, on allait, voilà, etc., à Hudbourg, travailler sur du hardware. Et donc cette idée de lien entre l'informatique, la science de l'informatique, et l'imaginaire le plus fantastique, le plus lointain, le plus magique, ça paraît un peu choquant vu d'ici parce qu'on a vraiment divergé. Mais pour eux, à l'époque, c'était extrêmement logique. Il y avait cette idée de, avec l'informatique, on va créer des mondes différents, on va ouvrir des portes dans notre monde. Avec le code, on va créer des choses magiques. C'est vraiment la magie, le code. Hein. Même encore aujourd'hui, quand on interviewe un informaticien, j'en ai fait pour ma thèse, certains me disent voilà, il y a quelque chose de magique dans le code. On écrit un truc et après, ça fait marcher les choses. Quoi. Et cette symbolique du code était extrêmement importante dès cette époque-là. Et on s'est servi de cet imaginaire mystique, cet imaginaire hermétique, cet imaginaire culturel pour arriver à penser ces choses-là parce qu'on était un peu démunis devant. C'est le moment où il y a le schisme, ce qu'on appelle le premier schisme pour moi dans la culture geek. C'est le moment où il y a les séparations réelles, justement via Tolkien, entre ce qui va devenir la culture hippie et la culture hacker d'une certaine façon, et la culture geek telle qu'on la connaît en grande partie plutôt aujourd'hui. Absolument, c'est-à-dire que dans les années 60, tout est mélangé. On a la contre-culture qui est extrêmement présente, au sein duquel va émerger la future culture geek, parce que justement ces gens prenaient du LSD et ils disaient, il y a des textes d'époque, j'invente rien, que finalement lire Tolkien, lire Conan, c'est comme prendre du LSD, c'est partir à l'autre monde, c'est partir à la virtualité, vers un ailleurs. Donc c'est l'idée de, quand on a plus trop fatigué de la drogue, on va faire du jeu de rôle, on va faire le jeu de rôle apparaît à cette époque-là, c'est pas pour rien. 70 plutôt. 74 le jeu de rôle, ouais. Mais parce que c'est à la fin de cette période-là où on a digéré un peu cette culture-là, et on commence à dire, bon, il faut en faire quelque chose de ludique. Le jeu vidéo apparaît juste après aussi, parce que il faut explorer et créer des mondes et qui soient extrêmement cohérents, qui soient bien pensés, des mondes magiques qu'on va recréer aujourd'hui avec notre technologie, avec notre futur, mais en effet, tout ça par la contre-culture. C'est pour ça qu'on disait que Tolkien aurait été outré, parce qu'on a des lettres de Tolkien qui, dans les années 70, voyaient des manifestations des étudiants des campus de Berkeley, etc., qui disaient, voilà, qui contre la guerre du Vietnam, pour les libérations. Qui utilisaient le slogan Frodo Lives. Voilà, au Frodon président à Harvard, il y a le slogan Frodon président qui était écrit, en gros, et Tolkien écrivait des lettres aux universitaires, aux Américains, disant, mais surtout, ne m'associez pas à tout ça. Je ne suis pas un de ces jeunes mal habillés, là, non, c'est pas moi. Moi, je suis dans ma campagne anglaise, surtout, voilà. Donc, il ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais, parce que finalement, c'est logique historiquement, mais lui, il était passé par tout ça, il était un peu âgé, voilà. C'est justement aussi la lecture, on parlait d'Aleister Crowley très rapidement tout à l'heure, il prenait pour l'utilisation de drogue, déjà dès le 19e siècle, en fait, il prenait vraiment l'utilisation de drogue, il paraît dans le désert avec 2 femmes. C'est plus sympa. Et il prenait des drogues comme ça pendant des semaines entières, et c'est ce qui va vraiment, voilà... La
spiritualité. Voilà, la virtualité, c'est atteindre l'autre monde, atteindre autre chose, et ça va vraiment traîner comme ça dans la pop culture après derrière, jusqu'au hippie, et qui vont rejoindre justement la musique. C'est pour ça qu'Alistair Crowley, par exemple, est présent sur la pochette de Sgt. Pepper des Beatles. C'est un personnage vraiment clé pour comprendre vraiment comment on va appréhender le XXe siècle dans la pop culture. Ce qu'on essaie vraiment de vous faire comprendre, c'est qu'il y a une espèce de cercle, de cycle de cercle vertueux entre des figures historiques, parfois un petit peu controversées, la culture que vous aimez, et puis ensuite entre la culture que vous aimez des avancées scientifiques. Il y a quelques années à la Villette, il y avait une exposition science et fiction, donc qui reliait la science-fiction avec la science. Et oui, effectivement, dans toutes les avancées scientifiques, surtout du XXe siècle, mais même un petit peu avant, les gens qui ont eu l'idée d'aller sur la Lune, de créer Internet, etc., c'était des gens qui finalement avaient de l'imagination, qui ont été inspirés par des littéraires. Et sans Jules Verne, peut-être qu'on n'aurait jamais envoyé de singes dans l'espace. Et c'est vrai. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de vous faire, vous donner envie en tout cas de lire des choses différentes, d'aller vous intéresser à toutes ces populations et à toutes ces personnalités-là. Juste rapidement sur l'idée, parce qu'on a commencé. Donc je crois que sur l'idée du continent perdu. Ah voilà, mais je vais vous faire revenir. Voilà. Nadia et le secret de l'eau bleue. Voilà, non, parce que. Je sais. Je vais éviter de parler de Nadia, parce que c'est personnel, c'est une vieille angoisse. Mais moi j'ai adoré. Mais moi aussi, mais j'ai raté des épisodes, donc il manque des choses. Mais comment dire, ouais, pour en revenir là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui va à partir du début, fin 19e, début 20e, dans ce qu'on appelle l'ésotérisme. Alors c'est vraiment un grand mot, et je vous invite vraiment à le prendre avec des grands guillemets et ce qui va avec, mais va vraiment renaître avec deux personnes très importantes qui sont Julius Evola et René Guénon, pour renaître l'idée d'une tradition primordiale, l'idée qu'à un moment donné, l'humanité a été unie vraiment de manière ferme. Alors ça remonte aux Atlantes, alors il y avait des Atlantes, mais en fait on est remonté jusqu'au continent hyperboréen qui serait historiquement l'idée d'un continent uni, unifié, qui fait que toutes les religions et tous les mythes qu'on a derrière finalement viennent de cette période-là et ne sont que des lectures de personnes qui ont traversé l'humanité comme ça, voilà. Et alors là, moi, biberonné à la culture geek, je me demande, mais ces gens étaient donc des aliens Stargate Alors, est-ce qu'on parle de néo-évérisme ou pas? On peut parler des Vénères déjà, pour commencer, pour essayer d'expliquer. Ah vas-y, avec les Vénères, c'est toi. Moi je fais le néo. Non mais l'idée des vénérismes, c'est d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé au début. Voilà, on va faire un gros résumé parce qu'on va rentrer dans des choses très compliquées. En gros, le néo-vénérisme, c'est une théorie qui a été développée en particulier par un personnage très très en couleur qui s'appelle Von Däniken. Eric Von Däniken. Voilà. Vous le connaissez tous, hein? Sur Wikipédia, allez voir, il est très intéressant. On connaît plus en fait son incarnation moderne, son héritier. Le mec avec les cheveux en l'air là. Ah oui, Aliette, sur ça. Aidez-nous, comment s'appelle-t-il? Voilà! Et ben voilà, ça suit un peu. Voilà. L'idée de cette théorie-là. Tsoukalos, voilà, est le fils spirituel de Eric Von Däniken. Ça va au-delà encore de l'idée qu'il y avait un peuple primordial, ancien astronaute. Ça va au-delà de l'idée qu'il y avait un peuple primordial, ça va dans l'idée que peut-être ce peuple primordial a été influencé par des astronautes d'une autre planète qui auraient lancé toutes les civilisations humaines. Alors ça c'est l'idée qu'on retrouve extrêmement tout. Alors dans Indiana Jones, qui n'existe pas, on ne comprend pas. Hypothétiquement, il aurait pu y avoir un Indiana Jones qui parlerait ça. C'est tout ce que je dirais. Mais c'est une espèce d'Indiana Jones mélangé avec du Lovecraft façon montagne hallucinée. Voilà, c'est le cas de Chayal. Enfin bref. Donc, mais on peut penser évidemment. C'est Lucas et Spielberg qui font une soirée à cause et qui décident de fumer un joint. Oui, c'est ça. Lucas et Spielberg, ce sont les enfants de cette génération de hippies, ils ont pris du LSD, ils ont joué du jeu de rôle et ils ont repris les pulps. Indiana Jones et Star Wars sont totalement des plagiats, on peut dire, de pulp. Et donc, oui, c'est ça. Donc, cette idée de l'humanité et mondialité a été poussée encore plus loin par des théories comme ça, que moi je prends évidemment un peu la rigolade, il y en a qui y croient, et moi je respecte chacun ses croyances. Mais je trouve intéressant parce que c'est ludique qui permet de pousser l'idée qu'il y aurait quelque chose en fait primordial qui réunirait tout le monde et qui... Les Anunnaki. Oui. Qui sont-ils? Et je finis peut-être mon truc après pour retrouver. Donc voilà, et c'est là qu'on retrouve en effet un peu partout. Donc j'adore la série Stargate qui est la série qui met en scène tout ça, l'idée de tout ce qu'on appelle les tueurs antiques finalement étaient en fait extraterrestres qui depuis le début de l'humanité avaient une science tellement avancée qui ressemble à de la magie, la fameuse phrase d'Asimov. La science tellement avancée qui ressemble à de la magie. Il y a un sociologue, c'est Marcel Boss, qui dit la même chose.
Mais il y a un autre grand philosophe qui l'explique aussi, hein, c'est Thor, hein, au début du premier film. C'est la magie chez Et tout ça peut finalement nous amener à l'idée qui est un peu infantile à mon avis, mais que toutes les histoires que se raconte l'humanité depuis très longtemps ont au final un peu la même forme, qui est aujourd'hui l'idée qui nourrit Hollywood depuis longtemps, depuis 30 ans, depuis Star Wars, on va dire en gros, autour on va dire, de l'imaginaire campbellien, on pourrait appeler ça comme ça. Campbell, Campbell, c'est un anthropologue qui justement a fait ce travail-là. Alors, il n'est pas forcément un mystique, Campbell. Pas du tout, même un athée. Qui a un anthropologue, donc un chercheur, qui a réuni plein de mythes de toutes les époques de religion et qui a dégagé de ça une forme de schéma. Alors, ce n'était pas un modèle, le problème c'est que tout le monde a cru que c'était un modèle, mais ce n'était pas un modèle, c'était une forme de schéma qui revient, qui est récurrent dans toutes les histoires des héros depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et ce schéma-là a été mélangé avec justement l'époque des pulps, où il fallait accrocher le public, trouver de nouvelles façons de raconter l'histoire et des mondes imaginaires. Donc on s'est dit autant prendre un schéma très très carré, bien établi, bien pensé, pour ensuite créer des mondes extrêmement lointains et différents. Et notamment, Campbell a été le prof de George Lucas, qui a fait des cours privés, hein, c'était sympa. Mais, et donc, on peut voir aussi des dizaines d'œuvres qui sont inspirées de je pense que le mythe du héros un petit peu. Le mythe du héros, alors ensuite, voilà, le mythe du héros, c'est un schéma de base qui permet qu'on retrouve partout, qui fait qu'il y a le héros qui est généralement seul, sans parents, enfin voilà, il y a des règles naïf mais sans parents, voilà, on ne connaît pas ses parents, il est seul et il est élevé par des gens qui sont du peuple, donc généralement des paysans. Ça vous rappelle Star Wars déjà, non? Et voilà, et ensuite il rencontre finalement un sage ou une magicienne, ensuite il trouve un artefact magique, ça me rappelle encore un peu, et ainsi de suite, voilà, et ensuite il y a la confrontation au père. Mon Dieu! Le seuil, voilà, le seuil, voilà, c'est un schéma récurrent qu'il avait découvert voilà, dans beaucoup de mythes, mais depuis l'histoire de l'humanité, depuis Gilgamesh jusqu'à l'histoire de Jésus, voilà, c'est un peu on y retrouvait, voilà, il marquait voilà, quelles étaient les pierres blanches voilà, qu'on trouvait partout. Et de ça, finalement, est né, a donné l'idée à Christopher Vogler de créer finalement ce qu'on appelle aujourd'hui, entre nous pour rigoler, le scénario parfait. Mais tellement parfait que finalement on le retrouve partout, mais d'une manière vraiment épuisante. Voilà. Mais parce que en fait, de là où on est parti d'un travail finalement d'ethnologue, de quelqu'un qui travaille, qui cherche, qui essaye de comprendre quelles sont les récurrences, et ben on en a fait finalement un schéma. Voilà. Et ce schéma devient fatigant. Voilà, une vraie recette de cuisine. Voilà, Campbell et puis Vogler, c'est des gens qui sont cités par les créatifs de Pixar, qui sont cités par Alexandre Astier, etc. Mais on est vraiment, tout ce que vous aimez, c'est influé par Vogler. Par contre, moi, Est un fou furieux de Vogler, il y a des masterclass de Vogler en France. En gros, Vogler, c'est un scénariste qui a travaillé sur le Roi Lion, Fight Club, chez Pixar, aussi, etc. Et qui est devenu consultant en scénario, maintenant qui réécrit la moitié des scénarios hollywoodiens, et qui a écrit un bouquin voilà, qui explique comment appliquer le fameux schéma de Campbell, pour écrire un scénario. Donc, toujours le petit garçon naïf qui rencontre un vieux sorcier, etc. Qu'on retrouve de Le Seigneur d'Anneau, Matrix, tout ce que vous voulez, toutes les séries télé, enfin, voilà, il est partout. Évidemment, ce qu'on dit un peu, c'est qu'il est un peu lassant parce que c'est pas un modèle, ça sert à provoquer l'imaginaire. Et puis, ça sert à rien au départ, c'est une étude. Et puis il y a des vraies différences entre l'histoire de Krishna et l'histoire de Jésus. Enfin voilà, c'est pas forcément. Il y a des choses qu'on retrouve, mais c'est pas forcément la même histoire. Ça nivelé par le bas, il y a un côté anhistorique. Il n'y a pas d'histoire, que de tout temps, les hommes, alors vous avez tous appris une philo, vous n'avez jamais dire de tout temps les hommes, il y a un petit côté comme ça. De tout temps, les hommes ont toujours raconté l'histoire de la même manière. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses qui reviennent, des récurrences, mais ce que je dirais, en tant que aussi, c'est la modernité des années 60-70 ont vraiment changé ces choses-là. C'est là que ça devient ambigu. L'humanité a vraiment évolué. C'est là pour le sociologue versus. Mais voilà, donc là, il y a que tu voulais. Non, mais moi, je voudrais repartir juste un petit peu rapidement là, sur les néo-véméristes, parce que j'aime bien les aliens. Non, parce qu'il y a quelque chose d'important, parce que le premier livre donc, de Eric Van Daniken qui va créer le néo-vémérisme vraiment de manière culturelle, telle qu'on l'a dit aujourd'hui. Voilà, les anciens astronautes, voilà, pardon. Qui fait qu'on a des émissions sur la RMC ou W, enfin je sais plus quelle est l'échelle télé. Pyramides, elles sont pas été construites. Voilà, entre autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de repartir jusqu'à un livre de 1960, qui est pour le coup un livre français, Youpi, qui va vraiment créer une grande dynamique, qui est Le Matin des magiciens de Powell et Bergier, qui est un livre très rigolo pour l'époque et qui va vraiment influencer aussi en profondeur justement tous ces mouvements-là. Et qui est un livre qui va vraiment. C'est la totale avec la tête. J'ai envie d'aller me déguiser en gothique avec du rouge à lèvres et d'aller danser.
Mais qui fait ça après, Nicolas? Ça c'est dans le privé, j'oublie à chaque fois. Mais... non mais de toute façon, voilà. Voilà, je pense qu'on fait sérieux quand même. Mais donc, Le Matin des Magiciens, Poël Bergier, 1960, la France, la revue Planète, qui est une revue aussi qui va beaucoup développer tous ces concepts-là, et qui est un moment aussi très rigolo, parce que dans Le Matin des Magiciens de 1960, qui mélange mais alors la totalité, mais c'est n'importe quoi, le bouquin est un grand n'importe quoi de mysticisme, d'ésotérisme, de tout, on mélange tout, on en fait un gloubi-boulga absolument indigeste. Voilà, non mais, oui, mais vraiment en matière mais en faisant croire que c'est sérieux, ce qui a aussi à donner le mémérisme derrière, on fait croire que c'est sérieux, qu'au final ça devient n'importe quoi, et qui est un livre très drôle à lire, pour le coup, si on le prend avec du recul, et dans lequel, par exemple, il y a un professeur, si je ne me trompe pas, avec ma mémoire fatiguée et vieille, je crois que c'est le professeur Tolkien, qui est un professeur d'anglais ancien, voilà. C'est-à-dire qu'on va tout mélanger à l'époque, et alors, par exemple, dans Tintin, Vol 747 en Amérique, si je ne me trompe pas, qui est le dernier, voilà. L'extraterrestre qu'on voit à la fin, spoiler, du type qui était dans l'avion, c'est Jacques Vergy. Voilà. Et là, vous faites waouh. Non, parce que moi j'ai travaillé comme un homme pour apprendre ce genre de truc. Moi je suis docteur. On va revenir là. Eh ben voilà, justement, alors on était sur la modernité, l'individualisme comme forme de modernité. J'ai envie que, pour expliquer tout ça, alors on part des Lumières et puis on arrive jusque dans les années 70. Vous êtes prêts? Là, attention. Donc, support, cette fois-ci. Ouais, on va faire. Et normalement, la salle fait oh. Non, mais arrête, c'est bon. Notre support, ça va être le mythe du héros tyran à travers Star Wars. Comment est-ce qu'on commence par expliquer ça? Jusqu'aux Lumières à peu près. Vas-y, jusqu'aux Lumières à peu près. On était, voilà, évidemment la Révolution. Assassin's Creed. Ah, mais Assassin's Creed. On était plutôt branchés groupe, et d'un seul coup, on découvre que le plus important, c'est de penser à soi, c'est le début d'individualisme qui va vous mener donc d'Assassin's Creed à Star Wars. Un petit cours de sociologie express. Très rapide. Prenez votre temps. En gros, il y a un sociologue qui s'appelle Norbert Elias qui a travaillé là-dessus sur la question de l'individualisme et qui a expliqué qu'il y a un tournant à partir des Lumières. On vous fera une bibliographie après, pas d'inquiétude. C'est pas très simple, ce que je veux dire. Il y a au moment des Lumières, nous on est plutôt anti-Lumière avec Nicolas, c'est ça qui nous réunit, parce que les Lumières, en gros, ont fait un truc important, il fallait le faire, mais ça ne suffisait pas. L'idée c'est qu'avant les Lumières, ce qui quitte l'humain, le jour quand il se lève, parce que le soir il se couche, c'est Dieu, globalement. C'est la religion ou c'est le vassal, le mec au-dessus de nous. Et l'idée des Lumières, c'était non, c'est nous en tant qu'humanité, en tant que groupe, et avec pas de hiérarchie intérieure, pas de trucs transcendants qui au-dessus nous disent ce qu'on va faire pour être gentil, pour aller gagner des points et aller au paradis après. Il n'y a pas tout ça, les Lumières ont dit non, c'est l'humanité qui est importante en tant que civilisation, donc il faut aller vers un progrès de civilisation. Le problème c'est que c'est tous des blancs européens, bourgeois qui ont dit ça, donc évidemment ça a justifié le colonialisme et l'esclavage, parce que c'est nous la civilisation, on explique, donc évidemment c'est le problème des Lumières. Mais voilà, il y avait une idée de progrès, d'aller vers le haut et qu'on pouvait monter comme ça, autour de, on est tous ensemble avec ça. Ce qui s'est passé au début du XXe siècle, à partir des années 40-50, plus des années 70, les périodiques contre culture, je parlais tout à l'heure, c'est ça, cette révolution-là. Ils ont dit, nous on s'en fout aussi du groupe, en tant que humanité globale, ça n'a aucun sens. Ce qui nous guide, c'est l'accomplissement d'un individu. Chacun, au sein de sa petite communauté qui lui ressemble, doit arriver à s'accomplir. C'est-à-dire un mouvement de éveil de soi, de New Age, voilà, le bonheur chaque jour, l'utilisation de Bouddha chaque jour, comme tous les natures découvertes, l'utilisation de Bouddha chaque jour pour être heureux, tout ça. Ça vient à cette époque-là, où pour être heureux, il faut apprendre à soi-même trouver en soi les réponses. Voilà, il y a du bullshit là-dedans, il y a aussi des trucs super intéressants, parce que ça amène à justement repenser la pop culture, plus en disant l'humanité va vers un grand progrès, il y a eu la Seconde Guerre mondiale, donc le programme ne prend plus trop, il y a eu les bombes atomiques, donc ça ne fait pas que bien la science. Donc on se dit, finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'humain est un petit groupe, donc de copains, de geeks, de sous-culture, de hippies, va arriver à trouver son bonheur intérieurement en se développant, en faisant une quête initiative de soi-même. Et c'est là qu'évidemment on retrouve ça dans la culture partout, peut-être dans sa parole là-dessus. Tu me dis quoi après rien? Par Star Wars. Oui. Voilà ce que je vais te demander, Nicolas, pour rebondir sur ça. Donc on part sur l'individualisme. Les héros les plus populaires ont toujours des parts un peu sombres, hein, surtout dernièrement, ces dernières années, c'est quelque chose qu'on voit plus. Ça a débuté dans Star Wars, parce qu'on a découvert assez rapidement, je vous spoil un peu, mais que le Skywalker était le fils
de Dark Vador. Oh non! Moi, ce que je voulais savoir, c'est si, j'avais une question à vous poser, c'était si Dark Vador, à travers le Skywalker ou pas, remettait justement en question l'ordre établi. Est-ce que c'est le récit d'un individu ou est-ce que c'est le récit d'une révolution? C'est peut-être une des choses qui a réussi, j'espère que vous saviez tous, hein. C'est peut-être une des choses qui est les plus réussies finalement dans la préquelle de Star Wars. En fait, on a l'histoire de voyage initiatique, campbellien, classique, qui va donner envie, donc derrière de toute façon scénario parfait, de l'histoire de Luke Skywalker. Voilà, de Luke Skywalker qui rencontre son père, qui se bat contre lui, et finalement qui ramène la paix. Où est Jar Jar dans tout ça? C'est lamentable de foutre ça sur le papier. Et donc, voilà, l'histoire du héros classique, voilà, qui ramène finalement la paix, mais au groupe, c'est à la planète, à la galaxie, et ainsi de suite. Et par contre, c'est ce qui a été réussi et qui a finalement été plutôt bien réussi de la part de Lucas, c'est finalement d'envisager la totalité de l'histoire vue de Dark Vador, vue d'Anakin Skywalker, qui est finalement le héros, le cheminement du héros, qui échoue finalement dans sa quête absolue et qui devient le dragon, la terrassée. Et ça, finalement, Lucas, il a eu le nez quand même là-dessus, il faut lui reconnaître. Parce que c'est un enfant de son époque aussi. Oui, mais c'est clair. Et finalement, il définit ce que va devenir. Et ce qu'est aujourd'hui, d'une certaine façon, la pop culture et la culture d'une manière générale, c'est que on a le fantasme du vilain aujourd'hui. C'est-à-dire que le vilain a pris quand même une grande part des héros qu'on aime aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va le voir, alors plus peut-être dans la pop culture, mais de Breaking Bad, Sons of Anarchy, ou ainsi de suite. Là, finalement, le vilain devient l'encre vraiment principale du récit. Oui, voilà. Que le vilain a repris, ça redéfinit peut-être. Après, ça demande réflexion et plus de recul, mais. Oui, parce que le vilain incarne justement cette quête de soi qui est incarnée justement par cette contre-culture, cette pop-culture et qui finalement est essentielle de l'individu. Et c'est l'individu qui va trop loin dans cette quête de soi. C'est la quête de soi qui ripe pour aller vers la noirceur. Est-ce qu'il a échoué dans son voyage initiatique? Mais tout l'intérêt, c'est que ça peut échouer en fait. C'est ça le message aussi. C'est l'intérêt de cette quête de soi, de cette quête initiatique qui redit tout le temps à la pop culture et qu'elle nous invite à faire nous-mêmes évidemment. C'est que si ça ne peut pas échouer, c'est pas grave. Ça n'a aucun intérêt, c'est le principe du jeu vidéo. Mais on peut recommencer, c'est pas grave. Mais il faut que ça puisse échouer. Si ça ne peut pas échouer, qu'il n'y a pas de symétrie d'échec et de réussite, ça n'a aucun intérêt d'essayer. Oui, non, mais clairement, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que finalement, ce cheminement, ce voyage initiatique peut avoir une réussite, enfin, une absence de réussite, en fait, avoir échoué totalement sur la fin. Mais ce qui est intéressant, c'est que historiquement, si on prend justement Campbell travaille à un moment donné un peu sur le héros tyran, et on se rend compte qu'il y a très peu d'exemples. Il en fait un tout petit chapitre pour dire que finalement il y a 2 ou 3 récurrences que lui a trouvées véritablement de celui qui devient le vilain, mais aujourd'hui ça devient finalement un récit important. C'est-à-dire qu'on est en train de redéfinir finalement le mythe en le replaçant du côté du vilain, justement à cause aussi de l'individualisme. Et ça permet de conclure en disant que l'important n'est pas la destination mais le voyage. L'important c'est la quête de soi. C'est le principe de l'initiation de ton disque. Depuis le début, ce qu'on dit, c'est que l'important finalement, à travers les symboles, à travers les choses cachées, à travers les influences diverses, l'important c'est que chacun d'entre vous, dans son interprétation de ses lectures, de tout ce qu'il a lu, a compris de tout ce qui se passe là-dedans, va y trouver sa propre quête de soi et va essayer d'être heureux. C'est un peu le but qu'on essaie d'avoir tous. Aujourd'hui, on leur donne du bonheur. Intéressant. Par contre, un truc qui est intéressant, dont je vais évoquer très rapidement, c'est l'idée du retour. Parce qu'en fait, le héros a son voyage, mais il y a aussi l'idée du retour. Il est changé, et ce qu'on remarque tout le temps, c'est qu'à part dans Star Wars, on va voir ce qui devient, mais a priori ça vérifie pour l'instant quand même dans l'épisode 7 l'idée, c'est que le héros, malheureusement, quel que soit son parcours, ne peut jamais revenir. C'est-à-dire que le changement est trop grand, il a trop vu de choses, il a trop compris, il a peut-être sauvé certaines choses, il a peut-être sauvé le peuple, la galaxie, tout ce qu'on veut. Par contre, il a toujours un retour difficile dans son village. Il est trop changé pour revenir. Et ça se voit à chaque fois, ça se voit surtout dans Tolkien ou dans d'autres récits comme ça, c'est que le héros est incapable de revenir au monde normal. Il est trop changé. Avec les petits Ewoks et paf, C'est pas son possible. père, Yoda en CGI dégueulasse. Voilà, ça c'est voilà. Mais justement, j'aimerais bien votre façon de conclure, les garçons, parce qu'on n'est pas en train de vous dire qu'il n'y a plus de trolls sur internet et que tout le monde a raison, c'est pas vrai. Vous pourrez toujours envoyer des gifs avec des petits poneys si quelqu'un vous
vous embête et leur dire qu'ils ont aussi une vérité qui est différente. Je pense que ce qui rend séduisant toutes ces quêtes, c'est leur impossibilité. C'est le fait qu'on n'arrivera jamais au bout de l'histoire, sauf peut-être le Skywalker, et encore, je dirais vraiment que c'est non. Et donc voilà, on ne veut pas du tout, effectivement, vous donner des informations comme des informations conclusives ou définitives. Le but, c'est vraiment de reprendre votre voyage initiatique à travers la culture geek, et puis bon, d'utiliser peut-être la bibliographie qu'on va vous donner rapidement, si je l'ai gardé. J'ai un énorme doute. Mais on va citer quelques noms. Voilà, c'est ça. Ce qui rendait la quête du Graal intéressante, c'était qu'ils n'y arriveront pas. C'était plutôt de grandir dans le chemin. Il ne faut pas trouver, finalement, s'il faut vraiment trouver la vérité, je ne sais pas. L'initiation, c'est de renaître au monde. C'est de renaître au monde, et pour finir, j'espère en tout cas que lorsque vous allez étudier toutes les influences de vos œuvres préférées, vous allez effectivement avoir une vision du monde qui vous entoure et de l'histoire en général changer. C'était vraiment le but. Allez plus loin, lisez tous les points de vue, et voilà. On va prendre des questions en 5 minutes. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des remarques, si vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous avez changé de vie? Non, pas du tout. N'hésitez pas. Hein. Monsieur. Moi? Oui, bonjour. Pour vous, au niveau du vilain, justement, qui arrive plus dans les derniers temps à être un personnage central qui ne l'était auparavant, est-ce que c'est pas non plus la lassitude, justement, du schéma qui a été décrit sur les 40 dernières années? Je ne sais pas, parce que ce schéma, on peut l'utiliser de manière récurrente. C'est fatigant, mais c'est pas grave. C'est ce schéma-là qui fait les plus gros chiffres au box-office. Hein. Oui, aussi. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, ça vient plus par la série. Donc finalement, oui, la série qui est là pour couper court un peu, et en plus qui utilise un récit beaucoup plus long. Donc je sais pas. Moi, de mon point de vue, c'est juste vraiment un changement profond de société. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous parlez de l'individualité, c'est vraiment le retour à la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui prime, c'est pas le groupe, c'est pas le clan, c'est le retour à la personne. Et le retour à la personne et de penser uniquement soi, ça veut dire forcément, d'une certaine façon, être en marge et être négatif d'une certaine façon. Et puis, dans l'ère pré-pulp, donc avant que cette pop culture qui arrive, les héros étaient des archétypes, ça n'avait aucune personnalité, aucune psychologie. Et finalement, cette quête de l'individu qui arrive dans les 60 dans le monde occidental a fait dire aux gens, maintenant on veut des héros avec de la psychologie, avec une profondeur, avec des faiblesses, avec une. Voilà, c'est ce qui a amené Stanley, etc. Et du coup, qu'est-ce qui est mieux pour avoir des faiblesses qu'être un peu dark? Parce qu'un héros tout entièrement solaire, c'est pas très intéressant. Et finalement, c'est plus l'évolution, en effet, comme tu disais, c'est ça. C'est l'évolution sociale qui fait finalement le vilain le plus intéressant parce qu'il y a plus de psychologie. Et donc, parce qu'on va aller du bon. C'est ça. C'est pour ça que tout le monde préfère le bon et le Marvel, parce que c'est ceux qui est intéressant. Les autres, ils sont tous un peu gentils. C'est pour ça qu'on aime Batman, parce qu'en fait, c'est un méchant. Batman, sécuritaire de droite. Hein. D'autres questions? Oui, c'est. Je disais que, par exemple, voilà, au niveau de l'univers, sombre de Batman, par exemple, il y a aussi l'excellente œuvre de Frank Miller, malgré que ça soit un peu un mec de droite, limite facho. Alors attends, je vais défendre Miller. C'est Pas de des gens problème. malsains de lui. C'est vraiment des méchants. Une autre question? Arrête, tu vas défendre Miller. Il est copain avec Zack Snyder. Zack Snyder est l'ennemi de la femme. Je suis désolé. Et non, normal. Mais non, c'est la bonne. Je vais prendre la question, moi, qui va s'arranger. Donc du coup, vous avez parlé de la culture geek, des geeks, des drogues, etc. Comment vous pouvez définir un geek? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu la définition, vous identifiez un geek. Donc vraiment, vous identifiez. Est-ce qu'on commencer par lancer quelque chose? Depuis 2010, T'as réussi à tout résumer, toi? Nerd et No Life sont considérés comme des termes psychologiques, Définissant les des addictions. pathologies. C'est vrai? Non mais c'est vrai. Parce que en psychologie en France, ces trois termes-là peuvent définir des pathologies. Mais bon, sans trop aller plus C'est loin, pour ça qu'il faut faire de la sociologie. voilà, je laisse à David le soin de donner une autre définition. Alors, ma
la définition est très décevante. La définition, c'est qui se reconnaît dans le geek et geek. Voilà, point. Bonsoir. C'est la définition. Mais en vrai, c'est la meilleure définition. Mais c'est vrai. Mais c'est ce qui justifie. Attends, si je passe 3 heures de mon temps sur MSN, que j'écris en émoticône et que je dis LOL, j'ai un iPhone, est-ce que je suis geek? C'est toujours la même réponse. Alors, oui, alors des gens me répondent en disant mais moi j'ai mon cousin, il a 2 iPhones, il va sur Twitter et il dit je suis trop un geek. Oui, d'accord, il dit ça, mais est-ce qu'il s'affirme au quotidien en tant que geek, c'est mon identité, c'est important pour moi? Non. Il va dire, en sortant du boulot, il va dire je suis trop un geek, je vais pas d'être un coup sur mon téléphone. Il va utiliser ça comme un adjectif. Mais dire je me sens faire partie de la culture geek, pour moi c'est une identité importante, c'est quelque chose qui m'a construit. Quelqu'un qui fait ça ne le dira pas comme ça. Donc c'est ça qui est important, c'est l'affirmation de soi en tant que geek, sinon ça n'a pas de sens, parce qu'après en effet c'est un peu flou, et c'est tout l'intérêt, c'est flou parce qu'on met plein de choses dedans. Mais alors la deuxième définition, il faut arrêter de troller, la deuxième définition est historique, c'est-à-dire geek c'est tout ce qui concerne justement ce qu'on a parlé depuis les années 70, c'est le moment fondateur des campus californiens, sur 10 ans, ils ont découvert les pubs, ils ont découvert Tolkien, ils ont inventé le jeu de rôle, ils ont fait le jeu vidéo, ils ont inventé l'informatique moderne. Voilà, donc tous ces choses-là sont nés au même moment, au même endroit. Et après rayonner. Et finalement c'est là le Big Bang de la culture geek, c'est après après évidemment tout peut être très très loin les uns des autres, on n'est pas obligé de lire des mangas, faire des jeux de rôle, etc. Mais il y a des liens entre tout ça qui sont historiques finalement. Voilà. Et il y a un comportement, cette quête justement, c'est-à-dire le fait de prendre un domaine qui va devenir son domaine d'expertise. Il y a cette quête de la recherche, du savoir, etc. Le geek, c'est celui qui va savoir que Han Solo a tiré le premier, c'est celui qui va savoir, etc. C'est la quête du savoir, c'est finalement, on considère c'est un passionné obsessionnel. Oui. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas sale. Ça dépend des fois, j'ai vu des trucs, je te jure, on parle pas de ça. Mais ouais, pour rebondir, c'est-à-dire que moi je différencie vachement le geek et la culture geek, je pense que tout le monde est tout d'accord là-dessus. Et le geek finalement ne veut rien dire. La figure du geek elle évolue, elle change. Par contre, il y a une culture et que moi je définis comme étant finalement la gardienne contemporaine du mythe. Non. C'est mythe. Et normalement, on fait tout. Je suis un poète. Si vous écoutez Nicolas, vous allez changer un petit peu votre vision là-dessus. Bon, voilà, on est obligé de finir. Une dernière question? Le problème, c'est qu'ils sont tous en attente. Ah, Alors, je vais faire des clics tout dehors. Et voilà.